C'est moi, Nolan. Maman est à l'hôpital. Le coup de fil qui brisa un empire. Il était en pleine réunion quand son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Une voix d'enfant. « Papa, tu peux venir me chercher à l'école ?» Il y eut un silence glacé dans la pièce. Les actionnaires fixaient Elian Moreau sans comprendre pourquoi son regard, habituellement impassible, venait de se briser. 38 ans, patron d'un des plus puissants fonds d'investissement européens, Elian n'avait ni enfant ni famille. Seulement des contrats, des chiffres et une solitude bien rangée. Et pourtant cette voix tremblante d'un garçon de 6 ans qui l'appelait « Papa ». « Qui est à l'appareil ?» demanda-t-il, la gorge nouée. « C'est moi, Nolan. Maman est à l'hôpital. Ma maîtresse m'aide à t'appeler. » Un frisson glacial lui remonta la colonne vertébrale. Le verre de whisky glissa de sa main, explosant au sol. Un prénom, une image, un souvenir. Clara, Paris, les nuits d'insomnie remplies d'idées folles et de rêves impossibles. Puis, plus rien. Elle avait disparu du jour au lendemain, sans explication, 6 ans plus tôt. Et maintenant, un enfant. Son enfant. « Je viens tout de suite. Ne bouge pas, Nolan. » Le corps d'Elian se mit en mouvement avant même que son esprit ne réalise ce qui se passait. Il prit ses clés, son manteau. À travers les rues de la capitale, il fonça en Bentley vers une école qu'il n'avait jamais vue, mais où l'attendait peut-être son fils. Pendant le trajet, son cerveau, habitué à disséquer des empires financiers, échouait à décoder un simple mot, « Papa ». Dans la cour, sous un ciel gris, un petit garçon était assis sur un banc rouge. Sac Spider-Man, regard inquiet, peau brune, cheveux bouclés et ses yeux à lui. Une femme s'approcha, la maîtresse probablement, posant une main rassurante sur l'épaule de l'enfant. Elian sortit de la voiture, tremblant, figé. Le monde entier semblait s'être arrêté. « Papa ?» demanda le garçon. Ce mot, cette fois, brisa toutes ses barrières. « Bonjour, Nolan. » Le garçon courut vers lui et l'enlaça sans hésitation. Ce contact, aussi simple soit-il, pulvérisa des années de solitude et de contrôle. Il s'agenouilla pour lui rendre son étreinte. Dans ses bras, l'enfant tremblait. La maîtresse, Mel Fares, lui expliqua que Clara avait été hospitalisée en urgence ce matin. Avant de perdre connaissance, elle avait murmuré un seul nom, Elian. Un nom que l'enfant ne connaissait que comme une rumeur. Mais elle avait caché une carte de visite dans une boîte à souvenirs. Pour le jour où. Dans la voiture, Nolan parlait doucement, racontant son école, sa maman, ses rêves. Elian, lui, écoutait chaque mot comme un homme à qui on rendait soudain une mémoire qu'on lui avait volée. Mais une question sourde grandissait dans son esprit. Pourquoi Clara ne lui avait-elle rien dit? La réponse explosa dans son esprit comme un souvenir oublié. Ce soir-là, il y a 6 ans. Un appel de son père. « Tu arrêtes tes bêtises, Elian. Nous n'intégrerons pas une serveuse dans notre lignée. » Et puis, plus de Clara. Son père avait effacé une vie entière. En silence. À l'hôpital, une infirmière leur ouvrit la porte des urgences. Nolan tenait la main de son père, ce mot qui devenait de plus en plus réel. Mais à l'intérieur, la vérité allait tout bouleverser. Un médecin les accueillit, grave. « Monsieur Moreau, je suis le docteur Lambert. La mère de Nolan est en soins intensifs. Elle souffre d'une leucémie avancée. » Elian sentit le monde basculer sous ses pieds. « Il faut une greffe de moelle osseuse en urgence, dit le médecin. Le donneur idéal serait un parent de premier degré. » Il posa les yeux sur Nolan. « Mais pour que ça soit légalement possible, il nous faut une reconnaissance officielle de paternité. » Elian serra les dents. Il comprenait désormais ce que sa famille lui avait volé. « Il est mon fils, et je vais le prouver immédiatement. » Pendant que Clara luttait pour sa vie, Juliette, l'avocate d'Elian, entama la procédure de reconnaissance en urgence. Test ADN, dossier médical, juge de permanence. Tout allait très vite. Mais rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il allait découvrir dans la chambre d'hôpital. Clara, méconnaissable, branchée de toutes parts, semblait flotter entre deux mondes. Sur la table de chevet, une enveloppe. À l'intérieur, des photos de Nolan bébé. Et une lettre. L'écriture de Clara y tremblait de vérité. « Quand ton père m'a proposé de l'argent pour disparaître, j'ai compris que Nolan ne serait jamais vu comme un enfant, mais comme une erreur. Ta mère m'a dit qu'un enfant métis n'aurait pas sa place dans votre héritage. » Elian sentit une rage froide l'envahir.
Ce que ses parents lui avaient fait, ce qu'ils avaient fait à Clara, à Nolan. Il regarda son fils dormir sur le fauteuil à côté du lit de sa mère. Et à ce moment précis, il jura de faire tomber tout ce qu'il avait construit avec eux. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte. Et on continue l'histoire maintenant. Dans la salle d'attente de l'hôpital, le monde s'était rétréci à un seul mot. Urgence. Pendant que les analyses confirmaient ce que tout son être savait déjà, qu'il était bien le père de Nolan, Eliane Moreau devenait une tempête silencieuse. À chaque minute qui passait, son cœur battait non pas pour son entreprise, ni ses milliards, mais pour un enfant qu'il aurait dû connaître depuis 6 ans. Le test ADN fut une formalité. Le juge, alerté par Juliette, signa dans l'heure la reconnaissance officielle de paternité. Nolan pourrait sauver sa mère. Mais Eliane n'avait pas fini. Lorsque Clara fut stabilisée, placée sous traitement après la greffe réussie, Eliane passa la nuit à veiller près d'elle. Il tenait sa main, fragile, glacée, et relisait encore et encore cette lettre qu'elle n'avait jamais osé lui envoyer. Tout y était. Les tentatives de contact bloquées, les appels interceptés, les lettres jamais remises. Et au centre de cette machination, 2 noms, Hubert et Solange Moreau, ses parents. Fondateurs de l'Empire Moreau & Associés. Héros d'une tradition aussi ancienne que leur mépris. Ils n'avaient pas seulement fait disparaître Clara, ils avaient volé à Eliane sa propre vie. Au petit matin, Eliane téléphona à Marcus Valois, son directeur financier et seul homme de confiance au sein du groupe. « J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur les mouvements privés de mes parents, comptes offshore, agents, sociétés écrans, et surtout, leurs tentatives passées d'intervention sur ma vie personnelle. Tu es sûr de ce que tu fais ?» lui demanda Marcus, inquiet. « J'ai été formé pour démolir des empires ennemis. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est ma propre famille. » Dans l'appartement d'Eliane, luxueux mais froid, Nolan découvrit un monde nouveau, un monde sans couleur, sans jouets, sans chaleur. « C'est ici que tu vis, papa ?» demanda-t-il. Cette simple phrase frappa Eliane comme un coup de poing. « Oui, mais on va le rendre plus joyeux, tu veux bien m'aider ?» Nolan hocha la tête avec un sourire timide. Pendant que l'enfant dessinait un soleil sur une feuille blanche, Eliane reçut un appel. « C'est vrai, alors ?» dit la voix glacée de son père. « Ce garçon, tu le reconnais officiellement? Il s'appelle Nolan et c'est ton petit-fils. Tu n'as pas idée des conséquences. L'image de la société, nos actionnaires, l'opinion publique. Et toi, tu n'as pas idée du mal que vous avez fait. » Un silence pesant s'installa. « Nous tiendrons une réunion du conseil demain. Il est temps que tu sois raisonnable, Eliane. » Mais cette fois, Eliane ne serait plus jamais raisonnable. Le lendemain, le bloc opératoire accueillit Nolan, petit corps courageux, yeux fermés, tenant la main de son père jusqu'à la dernière seconde. Pendant l'intervention, Eliane reçut un message crypté de Marcus. « Dossier confidentiel retrouvé. Coffre-fort privé d'Hubert. Tu dois voir ça. » Il courut à l'hôpital, entra dans une salle vide et ouvrit le fichier. Ce qu'il lut le glaça d'horreur. Des preuves, des paiements à une agence privée pour suivre Clara, des ordres directs à des avocats pour intercepter toute correspondance, des mémos internes où Hubert écrivait noir sur blanc « Ce garçon ne doit jamais porter le nom Moreau, un métis ne deviendra jamais notre héritier. » Eliane ferma les yeux. Il avait assez vu. Ils avaient voulu enterrer un enfant pour préserver un nom. Ce soir-là, il regarda Nolan dormir, une perfusion encore fixée à son bras, mais vivant. Sauvé. Et dans le silence d'un hôpital endormi, Eliane Moreau, pour la première fois, prit une décision qu'il savait irréversible. Il allait détruire l'héritage de ses parents. Pas pour se venger, mais pour qu'un jour, Nolan puisse être fier du nom qu'on avait tenté de lui voler. Le matin du conseil arriva. Le genre de matin où des empires basculent. Le genre de matin qu'Hubert Moreau pensait maîtriser comme tous les autres. Costume taillé, montre en or, sourire froid, il entra dans la salle de réunion, convaincu que l'ordre naturel des choses allait reprendre le dessus. À sa droite, Solange, droite comme une statue, le visage figé, indifférente au scandale qui grondait. Mais cette fois, ce n'est pas eux qui contrôlaient la partie. Les portes s'ouvrirent. Eliane entra, mais il n'était pas seul. Derrière lui,
Juliette, son avocate au sang-froid légendaire, Marcus, le directeur financier à la loyauté indéfectible, et surtout, Daphné Leclerc, l'une des journalistes d'investigation les plus redoutées du pays, connue pour avoir fait tomber des ministres. Hubert blêmit. « Cette réunion est strictement interne au Conseil, gronda-t-il. Vos invités n'ont rien à faire ici. »« Tu te trompes, père. Ce que nous allons exposer aujourd'hui concerne chaque actionnaire, chaque salarié et bientôt chaque citoyen. » Un silence glacial s'abattit. Elian fit un signe à Marcus. L'écran s'alluma. Première diapositive. Un virement de 2 millions d'euros vers une société écran à Hong Kong. En dessous, le motif, service de protection privée, dossier CL, Clara Langlois. Deuxième slide, une note interne ordonnant que toutes les correspondances adressées à Elian soient filtrées. Troisième, des enregistrements audio de conversations entre Hubert et Solange, parlant de Nolan comme d'un problème génétique à éliminer discrètement. Plusieurs membres du conseil, d'abord sceptiques, commencèrent à détourner le regard. Certains déglutirent péniblement. Solange rompit enfin le silence. Ce garçon n'aurait jamais dû exister. Il n'a rien à voir avec notre lignée, ni avec cette entreprise. Elian se tourna lentement vers elle. Ce garçon, c'est ton petit-fils. Et aujourd'hui, il est celui qui m'a ouvert les yeux. Juliette posa une pile de documents devant chaque membre du conseil. Ce que vous avez sous les yeux, ce sont les nouveaux statuts proposés par M. Moreau. 30% des bénéfices du groupe réinvestis dans une fondation dédiée à la lutte contre les discriminations. Création de bourses pour les jeunes issus des quartiers oubliés. Réforme interne pour la diversité à tous les échelons de l'entreprise. Et révocation immédiate de M. Hubert et Mme Solange Moreau de toute fonction exécutive. Hubert éclata. « Tu es fou! Tu crois vraiment que ces gens vont accepter ça? » Marcus, d'une voix calme, ajouta. « Ils ont déjà accepté. Nous avons sécurisé 61% des voix. Le reste, en cours de basculement. » Hubert vacilla. Solange, elle, était devenue livide. Mais Elian n'avait pas terminé. Il se leva, puis alluma le dernier fichier. Sur l'écran, une photo de Clara alitée, branchée, amaigrie par la chimiothérapie. Et à côté, un dessin d'enfant. 3 personnages sous un soleil jaune, un homme, une femme et un petit garçon qui tenaient leurs mains. C'est ce que vous avez tenté de détruire. Une famille. Il fixa les membres du conseil un à un. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande de choisir. L'ancien monde, celui des silences et des héritages sales, ou un avenir dans lequel un enfant comme Nolan peut porter notre nom sans honte. Les mains se levèrent, une à une. À mesure que les votes s'alignaient, Hubert recula, comme si son fauteuil brûlait. « Tu viens de signer l'arrêt de mort de notre nom ?» cracha-t-il. « Non, répondit Elian, les yeux calmes. J'ai signé sa renaissance. » Le lendemain, la presse financière titrait en une. « L'Empire Moreau se transforme. Diversité, vérité et rupture familiale. » Elian, silencieux dans son bureau, relisait l'article. À côté de lui, Nolan dessinait un vaisseau spatial, concentré, comme si le monde autour n'avait jamais explosé. Mais dans ce calme apparent, un nouveau combat se préparait. Clara sortit de l'hôpital quelques jours plus tard, amaigrie, mais debout, vivante, grâce à son fils. À l'arrière de la voiture, elle observait la ville d'un regard nouveau. Elle n'avait pas vu les tours Moreau depuis 6 ans. Aujourd'hui, elle lui paraissait plus petite, plus fragile, comme si les fondations elles-mêmes avaient tremblé. « Tu es sûre de vouloir faire cette conférence de presse ?» demanda Elian. « C'est le moment, pour moi, pour lui, pour toutes celles qu'on a fait taire. » Dans le hall, transformé en salle de presse, les caméras crépitaient. Daphné Leclerc, la journaliste, prit la parole en première. « Aujourd'hui, nous ne racontons pas simplement une histoire familiale. Nous dévoilons le vrai visage du pouvoir lorsqu'il est confronté à l'amour, à la vérité et à un enfant. » Elian, Clara et Nolan avancèrent, main dans la main. « Je suis Elian Moreau, dit-il. Et voici mon fils. Voici celle que ma famille a tenté d'effacer. » Les journalistes restèrent suspendus à ces mots. « Nous avons fondé la fondation Nolan Moreau, dédiée aux enfants issus de milieux discriminés. Parce qu'un prénom, une couleur de peau, une origine ne devrait jamais priver un enfant de son avenir, ni d'un père. » Clara, d'une voix faible mais assurée, ajouta « Pendant des années, j'ai eu peur. Peur du pouvoir, peur d'un nom. Aujourd'hui, je n'ai plus peur, car mon fils n'aura jamais à s'excuser d'exister. »
Dans une résidence privée, loin du tumulte, Hubert regardait l'interview en silence. Solange, les yeux cernés, serrait un verre de cristal vide entre ses doigts. « Il nous a détruits », murmura-t-elle. « Non », répondit Hubert. « Il nous a exposés. Plus de clubs, plus d'invitations. Leur monde les avait laissés tomber comme un vêtement taché. Mais ils savaient que la vraie punition ne faisait que commencer. Vivre dans un monde où leur fils était devenu un homme qu'ils ne reconnaissaient plus et qu'ils ne contrôlaient plus. Une semaine plus tard, Nolan demanda timidement à Eliane « Est-ce que mamie et papy veulent me connaître maintenant ?» Cette question, posée sans rancune, sans haine, toucha Eliane plus que n'importe quelle attaque d'actionnaire. Il regarda Clara. « Il est prêt, dit-elle doucement. La vraie question, c'est « est-ce que le sont ?» Ils s'étaient donné rendez-vous dans un parc, loin des regards, loin des caméras. Hubert et Solange attendaient, debout, plus vieux, plus pâles. Leurs gestes n'avaient plus l'assurance d'autrefois, seulement la raideur de ceux qui savent que le passé ne reviendra plus. Clara arriva la première, tenant la main de Nolan. Eliane suivait de près, sans un mot, le regard vigilant. Lorsque l'enfant s'approcha de ses grands-parents, un silence presque sacré s'installa. « Bonjour », dit Nolan doucement. Solange mit une seconde à répondre, puis d'une voix brisée, « Bonjour, Nolan ». Elle posa un genou à terre, les larmes aux yeux. Hubert, lui, ne bougea pas, mais ses mains tremblaient. « Tu aimes les échecs ?» demanda Eliane pour briser la tension. « Il me bat une fois sur deux », répondit-il en souriant. « Vraiment ?» souffla Hubert. « Il faudra que tu me montres ça. Le chemin serait long. Rien n'effacerait les années volées, ni les mots qu'ils avaient prononcés. Mais un enfant n'est pas le prolongement d'un héritage. C'est une renaissance. » 1 an plus tard, un bâtiment en verre et lumière ouvrait ses portes à Marseille, le siège de la Fondation Nolan Moreau. Sur la façade, une plaque gravée « À ceux qu'on a voulu effacer, à ceux qui n'ont jamais cessé d'exister ». Clara prononça le discours inaugural, Eliane, à ses côtés, ému. Nolan, sur ses genoux, regardait la foule. Ce jour-là, le monde ne vit pas un PDG faire un don. Il vit un homme réparer l'histoire. Offrir à son fils un nom qu'on avait tenté de salir et transformer ce nom en lumière. Dans leur nouvelle maison, Clara riait pendant qu'Eliane apprenait à Nolan à faire du vélo. Il tomba. 1 fois. 2 fois. Puis réussit. Et pendant que ses cris de joie résonnaient dans le jardin, Eliane comprit que ce petit garçon n'était pas juste l'héritier de son empire. Il était l'héritier de sa seconde chance. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ces récits puissants, vrais, qui redonnent foi en la justice et en la vie. Ton soutien donne de la voix à ceux qu'on a trop longtemps fait taire.